Salut les apprentis sorciers, ici la sorcière à lunettes et bienvenue dans mon atelier. Ah, l'amour, ce sentiment si ridiculement puissant, si profondément égoïste, si conditionnel, si cliché. Ivoire, c'est mignon tous tes fanarts sur Castle Swimmer, le manoir de la chouette et Wish. Hey, qui t'a permis de montrer ça? Rends-les-moi! Bon d'accord, malgré toutes les moqueries dont je fais preuve, je reconnais que je suis une grande romantique qui aime les couples et les fins heureuses. Et c'est pour ça que pour fêter le jour capitaliste de l'amour, si j'ai bien réussi à gérer mon calendrier, nous parlerons de Strange Magic. Strange Magic, ou Magie d'une nuit d'été dans la langue de François Pérusse, Je pense donc qu'on peut laisser nos traductions foireuses tranquilles pour cette vidéo. est un film d'animation américain réalisé par Gary Reed-Storm, produit entre autres par Lucasfilm Animation, oui, la société de George Star Wars Lucas, et sorti en 2015. Depuis le rachat de 2012, il est disponible sur Disney+. Le scénario est écrit par Reed-Storm lui-même, David Berenbaum et Irene Mecchi. Mais il serait adapté d'une histoire que Lucas avait écrite quand il avait décidé de se lancer dans une adaptation du Songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Sachant que ce gars est physiquement incapable d'écrire une romance correcte, on est mal parti. Et on est mal arrivé vu que le film rapportera environ 13,6 millions de dollars pour un budget estimé entre 70 et 100 millions. Ramené à 2025, ça équivaut à environ 18 millions pour 93 à 133 millions. Epic fail. Bon allez, c'est peut-être un four monétaire qui a du potentiel l'air de rien. Alors, de quoi parle cette histoire ? Dans un monde apparemment dénué d'humains, deux territoires sont en mésentente cordiale. Le royaume des fées, où tout est beau, tout est joli, c'est la fête tous les jours, et la sombre forêt, où tout est sombre et triste et où l'amour est interdit par le roi Bog. La frontière est marquée par une ligne de primes verts qui sont apparemment l'ingrédient clé dans la préparation d'un filtre d'amour. Pas l'huile de rose exposée à la lumière matinale de Vénus? Non, tu confonds avec la potion qui imprime tes sentiments dans le chocolat à donner à ton être aimé. My bad. La vie suit son cours jusqu'au jour où les fées recréent le fameux filtre d'amour et le perdent. Enragé, le roi Bog kidnappe la princesse Diane, mais acceptera de la relâcher en échange de la potion. Marianne, la grande sœur désabusée de Diane, part donc la sauver et vivra des aventures qui auront de grandes répercussions sur sa manière de penser et celle de Bog. Le tout constellé de chansons non traduites, même en version française. Il y a des chansons? Bizarre, je suis assez calée en chansons de dessin animé et j'ai jamais entendu parler de celle de ce film. C'est quoi les titres? Bah y a Can't Help Falling in Love, Come on Marianne et Stronger What Doesn't Kill You. Bon d'accord, c'est un jukebox. Pour celles qui n'ont pas vu mon diléterme sur le sujet, la coutume quand on écrit une comédie musicale est d'écrire la musique et les chansons soi-même. Mais si on n'a pas les moyens, le temps, le talent ou l'envie de le faire, et qu'on existe dans une réalité où l'IA générative n'a jamais été démocratisée, on peut soit piocher dans le domaine public, soit acheter les droits de titres déjà existants. Ainsi, notre comédie musicale sera qualifiée de jukebox. Ça existe aussi en version BO, avec des morceaux de classiques utilisés à la place d'une composition originale. En théorie, les comédies jukebox ont l'avantage de la familiarisation. Le public qui reconnaît tel ou tel morceau sera dans un état d'esprit qui pourra lui faire apprécier votre utilisation. Le problème est que ça crée une forme de distance avec votre intrigue et vos personnages. Dans une comédie musicale, on va dire traditionnelle, toutes les chansons sont censées être écrites de façon à développer votre univers, votre intrigue et vos personnages, ce qui crée une cohérence interne et harmonieuse. Là où des chansons écrites dans d'autres contextes risquent de provoquer une dissonance avec la caractérisation de vos personnages, voire avec le ton du film. Ça n'aide pas non plus quand les chansons paraissent choisies au hasard avec pour seule directive une thématique très vague. Et c'est sans compter sur les sentiments que vos spectatrices associent à chaque titre qu'elles reconnaissent. Three Little Birds pour parler de la friendzone? Sérieux, Three? Déjà que l'esthétique générale me rappelle cette horreur d'Arthur et les Minimoys avec une fascination bizarre pour l'intérieur des bouches, même si je reconnais qu'il y a pas mal d'ambition, surtout dans les mouvements des ailes et les textures. Et c'est vrai que certaines mises en scène sont plutôt bien réfléchies et assez fun. Mais elles n'aident pas à passer outre l'immaturité, la maladresse et la dissonance générale de ce film. Donc, on va essayer de voir ce qu'on peut faire de notre côté. À nos marques. Prêts? Dessinons! Marianne, qui je soupçonne ne s'appelle comme ça qu'à cause de la chanson, est la protagoniste principale du film. Première princesse du royaume des fées, elle démarre le film toute guillerette à l'idée de se marier avec Roland, le capitaine de la garde royale. Soudain, c'est le drame, car en effet, Roland trompe Marianne avec une figurante. Et c'est pour ce type qu'elle a quitté Robin des Bois? Dégoûtée, Marianne se jure de ne plus jamais retomber amoureuse et devient en une ellipse Xena la princesse fée guerrière. Non, je blague pas.
Au tout début, on nous la présente comme idéaliste, mièvre, effrayée par la sombre forêt, peu sûre d'elle et maladroite. Et quelques minutes plus tard, elle est une super combattante qui tatane du méchant à coups d'épée elfique. Aux grandes dames de ses proches qui voudraient qu'elle soit plus accommodante, et de Roland qui convoite toujours le trône à travers elle. Elle est aussi très protectrice envers Diane, qui est à 3 sur l'échelle Totally Spice du cœur d'artichaut. Donc, quand celle-ci se fait kidnapper par les spires du roi Bog, Marianne part à sa rescousse. Et devant l'impossibilité de lever le sort, car seul l'amour véritable peut vaincre l'amour factice, elle commence elle-même à s'amouracher de Bog au vu de leur goût partagé pour les screens et de leurs désillusions amoureuses respectives. Ce qui fait que quand Roland lui jette le filtre à la figure vers la fin du film, elle n'a aucune hésitation à lui en coller une, pour ensuite bécoter Bog en public. Elle est jouée par Evan Rachel Wood en anglais et par Myriam Akedo en français. Je te promets que si un jour je rencontre un garçon, qu'il me prend la main et me regarde dans les yeux sans que j'aie envie de le cogner, j'y réfléchirai. Marianne est un cliché un peu agaçant de SIW, Strong, independent woman. qui ne l'est devenue que parce qu'elle a été déçue en amour. Je reconnais que ça fait d'elle le personnage le plus supportable du film, mais vu le niveau général, ça veut pas dire grand-chose. Alors essayons de modifier légèrement ce cliché dégradant sur les bords. Pour m'aiguiller dans mes redesigns, je me suis basée sur les différentes espèces de fées qu'on trouve dans les folklores celtiques. Entendons-nous bien, c'est un sujet beaucoup trop vaste pour que j'arrive à le résumer en 1 minute. Mais retenez qu'on divise souvent les fées en 2 cours, les Silly, qui sont généralement bienveillantes, et les Unsilly, qui sont généralement malveillantes. Après recherche, j'ai décidé de changer Marianne, Diane et Roland en Pillywiggins, qui sont des fées à aide de papillons ou de libellules, associées au printemps et aux fleurs, Comme Rosélia dans les films Fée Clochette. par exemple. Pour Marianne, j'aime beaucoup sa tenue originale, alors j'ai décidé d'en reprendre la découpe, mais en la rendant un peu plus officielle. Un peu à la Lady Oscar si vous voyez le genre, tout en restant dans une esthétique à base de plantes. En revanche, j'ai préféré changer un peu sa coupe de cheveux, qui est sympathique, mais sans plus. J'ai aussi voulu correspondre à une description que j'ai lue, qui disait que les Pillywiggins avaient des antennes, donc j'en ai fait des simples. Quant à son épée, je trouvais qu'elle faisait un peu trop arme elfique, alors j'en ai fait une épingle à couture. D'ailleurs, les fées sont pas censées être allergiques au fer. Ça dépend des contextes. Dans mon nouveau scénario, Marianne ne serait pas devenue Xena la fée guerrière par déception amoureuse, mais parce que sa mère a été tuée par des animaux de la sombre forêt. Elle s'est donc endurcie et a appris à se battre jusqu'à devenir chef de toutes les armées Silly. Quand sa sœur Diane est frappée par un sortilège qui lui vole son cœur, Marianne l'emmène dans la cour Unsilly pour rencontrer la fée Amoré et trouver une solution. Ce faisant, les sœurs font face à leur trauma d'enfance et se rendent compte que les Unsilly ne sont pas aussi malfaisantes qu'on le pense. Et Marianne finira peut-être par baisser un peu sa garde et se laisser tomber amoureuse. Diane, ou Dawn en VO pour une raison qui m'échappe, est la petite sœur de Marianne et la seconde princesse du royaume des fées. Et comme on l'a dit plus tôt, elle est à 3 sur l'échelle Totally Spice du cœur d'artichaut, chose dont tous les autres personnages ont conscience et se plaignent ou se moquent, dont son meilleur ami Sonny, qui est secrètement amoureux d'elle. On détaillera les problèmes que ça engendre dans sa section à lui. Toujours est-il que Diane se fait capturer par le roi Bog et sa clique quand le filtre d'amour est à nouveau préparé. D'ailleurs, elle en a reçu en pleine face, ce qui fait qu'elle tombe amoureuse de Bog au premier regard. Et même si j'avoue que c'est marrant de la voir interagir avec un Bog confus, voire effrayé, elle devient rapidement encore plus agaçante qu'au début du film. Elle devient même une DED Damoiselle en détresse! dans la bataille finale du dernier acte. Mais ce trauma est apparemment ce qu'il fallait pour la guérir du sort et lui permettre de se rendre compte qu'elle est bel et bien amoureuse de Sonny, histoire de participer à la fin heureuse générale. Elle est jouée par Meredith Ann Bull en anglais et par Maria Baran en français. Désolée si ça se prononce pas comme ça. Ah, moi je vais danser avec le plus beau garçon du monde. La sororité de Marianne et Diane pourrait être touchante dans le sens d'une aînée qui fait du zèle pour protéger sa cadette des déceptions sentimentales qu'elle a elle-même connues jadis. Hélas, c'est gâché par l'immaturité du traitement et de la caractérisation des personnages. Du coup, Diane ressort comme une potiche qui a autant d'instinct de conservation qu'un mouton dans un restaurant de kebab. On va voir ce qu'on peut faire avec.
J'ai commencé par la mettre dans une robe plus longue et dans des tons plus pastels que son blanc-gris original. J'ai aussi pris la liberté de lui allonger les cheveux pour faire un contraste avec Marianne. Un de mes ajouts préférés, c'est son bandeau orné d'une fleur. Je pense que ça rend bien le caractère plus casanier que je lui ai écrit. Dans mon nouveau scénario, Diane était très jeune quand sa mère est morte. En conséquence, elle a vécu une vie beaucoup plus cloisonnée que sa sœur, qui s'est lancée à corps perdu dans son entraînement. Elle n'a en fait qu'une connaissance livresque du monde qui l'entoure et a beaucoup de connaissances théoriques pour au final presque aucune expérience pratique. Techniquement, il y a toutes les réunions politiques, toutes les réceptions sociales et tous les protocoles nécessaires à maîtriser pour une princesse. Je te l'accorde, c'est important dans sa position sociale. Mais Diane se languit et souhaiterait expérimenter le monde réel et trouver une bonne manière de montrer ses sentiments envers Sonny, dont on parlera un peu plus tard. Un jour, elle est frappée par un sortilège inconnu qui lui a volé son cœur et l'a plongée dans un coma. Seule la fée Amoré peut la libérer, ce qui implique un voyage diplomatique dans la forêt des Unseelie et une course pour retrouver le cœur de Diane. Sonny est un elfe du royaume des forêts, au sens petit peuple du terme. Meilleur ami de Diane, il est le cliché du copain amoureux qui n'ose pas se déclarer par peur de briser leur amitié. Et par pression sociétale, vu que les elfes dans ce royaume ont l'air aussi peu considérés que les hobbits en terre du milieu. Manipulé par Roland, il part quémander un filtre d'amour à la fée Dragée, qui est prisonnière du roi Bog, pour l'utiliser sur la blondinette. Donc on est censé encourager un type qui veut droguer la fille dont il est soi-disant amoureux. Et puis on n'a pas déjà traité son histoire à celle-là? Ça va pas m'arranger si je décide de faire des personnages bonus dans le futur. Pour en revenir à Sonny, il obtient le filtre et échappe de peu à l'armée de Bog, qui vient à la fête plus tard pour récupérer la potion. Sonny a tout juste le temps de maladroitement asperger Diane que celle-ci se fait prendre en otage et le filtre est volé par... ce qui semble être un croisement entre Scrat, Bleach Live Action et Violette de Nos voisins les hommes. En tout cas, ils appellent ça un lutin. Et Sonny passera une bonne partie du film à rattraper ce lutin pour lui reprendre la potion, jusqu'à rejoindre l'armée féerique en marche dans la forêt. Il aidera à l'évacuation des prisonniers et prisonnières pendant la bataille finale et sera réuni avec sa belle. Juste à temps pour que leur amour véritable libère la blondinette du pouvoir du filtre pour la fin heureuse. Il est joué par Elijah Kelled en anglais et par Alessandro Bellivaca en français. Désolé pour la prononciation. Ah oui, vas-y, réfléchis bien. Je peux très bien t'attendre à l'autre extrémité du lézard. Sonny est hélas assez représentatif de ce que les anglophones appellent les nice guys, c'est-à-dire des hommes qui se présentent comme de gentils alliés respectueux, tout en nourrissant l'espoir pas si secret qu'un tel comportement leur attirera les faveurs sexuelles des femmes. Et quand ça marche pas, ils se plaignent de ne pas réussir à séduire parce que les femmes préfèrent les alors qu'eux sont des gentils gars, des nice guys. Et entre le nice guy et l'incel, il n'y a souvent qu'un pas très facile à franchir. Pour un exemple de nice guy traité à la hauteur de son pathétisme malsain, voyez Hal dans Megamind. Comme j'aimerais éviter autant que possible de promouvoir ces clichés misogynes à un jeune public, on va essayer de changer quelques détails. Pour Sonny, je me suis basée sur les brownies, je vous laisse faire la blague éculée dans les commentaires, qui sont de petits lutins amicaux qui s'attachent à une maison particulière et s'occupent de son entretien. Jusqu'au moment où les occupants de la maison leur donnent un bon repas et des vêtements pour les remercier. Après quoi, ils sont libres de quitter la maison et de ne jamais revenir. Rejoignez la SALE. Ce qui m'a le plus inspiré est la version de Palmer Cox, un écrivain et illustrateur québécois dont j'aime beaucoup le style. Ma version de Sonny sera donc un petit bonhomme rondouillard avec de longues jambes fines, 4 doigts et de larges oreilles. Il aura également des vêtements simples et un chapeau fait à partir d'un gland. C'est un peu cliché, mais je trouve ça mignon. Dans ma réécriture, les Silly sont divisés en plusieurs castes, avec les Pillywiggins au sommet et les Brownies plutôt vers le bas. Sonny est le serviteur particulier de la princesse Diane depuis l'enfance, mais moins en mode nice guy et plus en mode Wesley de Princess Bride. Quand Diane est frappée par le sort qui lui vole son cœur, Sonny s'élance sans peur et sans reproche vers la sombre forêt pour récupérer de quoi sauver sa bien-aimée. Au cours de l'aventure, il prendra la résolution de se déclarer, quitte à briser toutes les convenances, plutôt que de risquer de perdre Diane sans jamais avoir pu le lui dire à voix haute.
Bog est le roi de la sombre forêt et des créatures grotesques qui y habitent. Au départ présenté comme le cliché du méchant qui déteste l'amour parce que l'amour c'est caca, mais avec un certain charisme dans la mise en scène, faut reconnaître, on lui découvre un aspect comique avec sa mère qui cherche à tout prix à le caser une bonne fois pour toutes. Cet aspect est renforcé quand, alors qu'il a capturé Diane en échange du filtre d'amour, celle-ci roucoule auprès de lui à cause des effets du dit filtre. Et c'est vrai, c'est très marrant de le voir reculer avec dégoût et peur devant une petite fée qui chante. Mais pourquoi est-il à ce point obsédé par le filtre d'amour, me demanderez-vous ? Eh bien parce que dans sa jeunesse, il était amoureux d'une gobeline qu'il a lui-même aspergé de la potion. Mais celle-ci l'a rejeté, ce qui l'a amené à conclure qu'il était trop horrible pour être aimé, à emprisonner la fée dragée, la seule qui puisse concocter le filtre, à rejeter toute notion d'amour jusqu'à l'interdire dans toute la forêt. Est-ce qu'il y a encore d'autres trous du cul dans ce film ? Ça, je le sentais, je suis entouré de trous du cul. Mais, révélation de ouf gueudin, la gobeline était déjà amoureuse de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que le filtre n'avait pas marché sur elle, parce qu'il ne peut rien contre l'amour véritable. Et je suppose que l'apprendre aide Bog à se rapprocher de Marianne grâce à leurs désillusions respectives et leur attrait pour le combat armé. En tout cas, ça l'encouragera à retourner sa veste et à se sacrifier pour sauver tout le monde. Enfin, sauf quand il reviendra miraculeusement pour voir Marianne rejeter Roland, même avec le filtre. Ce qui leur permettra de se déclarer en public et à amener la paix entre leurs royaumes. Il est joué par Alan Cummings en anglais et par le regretté Erwin Gruspan en français. Oh non, encore une princesse. Vous, au moins, vous ne chantez pas. Un peu hypocrite de la part du gars qui, même pas une minute plus tard, participe au délire collectif. Now I know. Une évolution assez intéressante qu'on peut retrouver dans pas mal de parcours personnels plus ou moins positifs. Bien évidemment, c'est imparfait, surtout pour le coup de son ex qu'il a tenté de droguer, mais c'est pas trop mal pour ce que c'est. Mais faut vraiment corriger certains trucs. Son Altesse l'Asperge, ça a été compliqué parce que je trouve son design original déjà très efficace. J'ai donc décidé de partir sur un mélange entre un Piliwigin, visible à ses antennes et ses ailes de libellule, et une Leananchide, désolé pour ma prononciation aux fraises, visible à ses sclérotiques noirs. La Leananchide est une sorte de muse maléfique qui t'inspire à créer tout en aspirant ton énergie vitale. On dirait une allégorie de la relation toxique entre une créatrice et son public. Trouvé par Conan Doyle et Stephen King. J'ai peut-être eu tort de lui retirer les éléments les plus insectoïdes de son design original, mais j'espère me rattraper sur le travail des couleurs. Si je devais réécrire le film, je ferais des Unseelie des créatures qui supportent mal la lumière du soleil. En conséquence, elles vivent la nuit et dans des endroits très obscurs, comme la sombre forêt. C'est aussi une terre d'accueil pour les êtres qui ne correspondent pas aux normes des Seelie. Bien évidemment, tout n'est pas parfait et il y a beaucoup de dangers dans la forêt, mais il y fait généralement bon vivre en dépit de la mauvaise réputation de la cour. Le roi Bog se montre donc froid et intouchable, mais personne n'est dupe bien longtemps et il apparaît très vite comme un seigneur bienveillant. Il est malgré tout mal à l'aise quand il s'agit de romance, son ex ayant tenté de l'intoxiquer au filtre d'amour pour au final se lasser et le jeter au pire moment. Donc quand une délégation Seelie vient quémander l'aide de la fée Amoré, qui s'est établie dans la forêt après avoir perdu ses ailes, il est plutôt méfiant et peu encourageant. Mais son sens du devoir le pousse à accepter de les aider et de participer à la recherche de l'ingrédient secret pour rendre son cœur à la princesse Diane, des pétales de Primevère. Et au cours de l'aventure, Bog finira par se rapprocher de la princesse Marianne, chacun tentant d'aider l'autre à panser ses traumas. Roland est l'antagoniste principal du film, le capitaine de la garde féerique et l'ex-fiancé de Marianne. Au départ présenté comme le cliché du beau gosse vaniteux et désireux de devenir roi pour avoir sa propre armée, mais tout de même peut-être un tout petit peu amoureux de Marianne, c'est le choc quand on découvre qu'il la trompe. Et même sa reprise de The Fall Season n'arrivera pas à lui racheter une conduite. Malgré tout décidé à devenir roi, il manipule ce nid pour obtenir le filtre d'amour et pouvoir l'utiliser sur Marianne. Manque de bol, c'est Diane qui se fait asperger puis kidnapper. Donc pour obtenir à la fois la potion et les faveurs du roi, il part avec ses hommes vers la sombre forêt. Et c'est moi ou il marche sur l'air de Bad Romance ? C'est moi, le chef.
ce qui lui laisse l'occasion de montrer comme il est lâche, inculte, immature, narcissique, élitiste et spéciste. Quand il se retrouvera acculé par Bog et Marianne avec Diane en otage, il lancera la destruction du repère, toujours dans l'optique de passer pour le gentil héros de l'histoire. Dans les dernières minutes du film, il tentera une dernière fois d'asperger Marianne du filtre, mais cette dernière ayant fait la paix avec ses sentiments, elle l'envoie balader, littéralement. Lui-même aspergé par la potion, il finira en couple avec une mouche. Ça reste à la hauteur des attentes de ce film. Il est joué par Sam Palladio en anglais et par Pierre Launier en français. Alors là, cette fois, c'est sûr, je ne l'aurai jamais, mon armée. Je viens de me rendre compte qu'effectivement, ce film, c'est vraiment La Belle et la Bête du pauvre. On a une femme au comportement incongru dans son environnement qui se rapproche d'un mec socialement rejeté et au physique ingrat, mais un autre mec qui se croit tout permis parce qu'il est beau gosse, veut la fille et ira jusqu'à la violence armée pour qu'elle tombe dans ses bras, jusqu'à se faire rejeter une fois de trop et de tomber en disgrâce dans tous les sens du terme. Sauf que Roland échoue par son immaturité indigne d'un enfant et son traitement beaucoup trop comique pour représenter une menace crédible. Là où Gaston réussit car, au-delà de son aspect comique surtout assuré par le fou et le reste du village, il y avait une couche de noirceur sérieuse et une sauvagerie réprimée qui fait qu'il apparaît crédible quand il part tuer la bête. Et comme Gaston est un archétype que j'aime beaucoup, on va voir comment le distiller dans notre préparation. Comme ces mèches qui partent dans tous les sens m'énervent dans l'original, j'ai décidé de juste lui plaquer les cheveux sur l'arrière. Et comme j'ai eu envie d'avoir des fées allergiques à l'acier, mon Roland portera une armure plus naturelle, avec des morceaux de bois et de gland. Et le métal de son épée aiguille? C'est pas de l'acier, donc il n'y a aucun problème. Ma version de Roland serait le prototype de l'arriviste mascu et spéciste qu'il semblait vouloir être dans l'original. Il veut épouser Marianne pour la fierté d'être le mâle qui a réussi à dompter la meilleure épéiste du royaume, devenir roi et pacifier la sombre forêt. Comme il n'arrive ni à la conquérir, ni à la vaincre, ni à l'impressionner, il se tourne vers la magie du cœur, une forme de magie très instable qui est censée assurer l'amour éternel. Sauf qu'il a foiré sa formule et a frappé Diane d'une malédiction qui lui vole son cœur. Amateur. Afin de camoufler ses traces, se faire bien voir et trouver une autre occasion d'ensorceler Marianne, il participe à l'expédition dans la sombre forêt. Ce qui laissera le temps à des séquences montrant son spécisme et son côté manipulateur, même envers ses propres soldats, jusqu'au moment où, enragé et épuisé par toute cette histoire, il finira par craquer et révéler le monstre qu'il est. Comme on a pu le voir dans cette vidéo, Strange Magic est un film très imparfait, autant sur le plan du scénario que sur celui de l'animation. Les textures sont plutôt bien réparties, surtout au vu des techniques de l'époque, les mouvements des ailes sont très bien travaillés et les designs sont assez variés pour laisser imaginer la diversité de ce petit peuple. Et même si j'apprécie peu le fait que ce soit une comédie musicale jukebox, je dois admettre que les actrices interprètent plutôt bien les chansons avec l'intention suffisante. Faut dire que Reedman est surtout connu pour être un sound designer. Le cri du T-Rex, le bruitage du T-1000, celui du logo de Pixar, tous viennent de lui et ses équipes. Mais les visages sont aussi perturbants et mal animés que ceux des personnages de Milo sur Mars. Il y a trop de chansons utilisées les unes à la suite des autres pour rallonger la sauce et illustrer ce que l'animation silencieuse pourrait très bien montrer, et le rythme n'est vraiment pas clair. On a l'impression que tout le film se déroule sur un jour et une nuit entière. C'est beaucoup trop rapide pour l'histoire qu'on veut raconter. En même temps, Le Songe d'une nuit d'été est une comédie qui se déroule sur plus ou moins la même période. Alors, c'est peut-être parce que j'ai pas lu la pièce depuis trop longtemps, mais moi j'y vois surtout La Belle et la Bête, dont l'écoulement du temps a été laissé libre à l'interprétation. Mais mon vrai problème, c'est le thème principal. Déjà, j'ai toujours eu un problème avec les histoires impliquant des potions d'amour, qui font trop écho à des horreurs bien trop réelles et tristement quotidiennes. Autant je suis d'accord de les utiliser si c'est pour les dénoncer comme les drogues du qu'elles sont, autant j'ai pas envie d'encourager des personnages qui veulent les utiliser ou de compatir avec eux parce que ça n'a pas marché. De plus, l'amour dans ce film est traité beaucoup trop superficiellement. Les gentils sont les gentils parce qu'ils l'acceptent, les méchants sont les méchants parce qu'ils l'interdisent, mais personne ne s'attarde sur ce que c'est de façon plus profonde.
Un peu comme les chansons pop choisies qui ne vont pas plus loin que « l'amour c'est cool ». Et c'est dur de prendre au sérieux des personnages adultes qui ont des réactions clichés d'enfants qui se moquent ou sont dégoûtés par les démonstrations d'affection. Je sais que c'est un traitement auquel on peut s'attendre dans un univers à tendance merveilleux, mais Disney nous a habitués à des traitements plus subtils et plus sincères, où l'amour est certes la plus puissante des magies, mais n'est pas la seule récompense du voyage. Donc, mon conseil pour la Saint-Valentin, laissez Strange Magic derrière vous et regardez des films qui donnent une image certes toujours idéalisée, mais néanmoins sincère du couple. Parce que l'amour c'est bien, mais au bout d'un moment, il faut plus. Je veux croire en nous. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, suivre mes réseaux, suggérer des idées de personnages à redesigner dans les commentaires, et à checker mon onglet communauté pour ne rien rater des prochaines vidéos. D'ailleurs, si vos finances vous le permettent et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un don sur ma page Tipeee, ce qui vous donnerait accès à des contreparties comme les vidéos en avant-première, votre nom au générique, des illustrations personnalisées, ou même le choix du dernier épisode de la saison de redesign ou de Deal Terme. Je vous laisse rejoindre la sortie de l'atelier, et rappelez-vous d'éviter de déranger Ozzy en partant. Trotter. Run for your life! L'amour c'est bien, mais dans Shakespeare, on parle surtout d'aimer à en mourir. Du coup je préfère un chat ou un poisson plutôt que de crever en buvant du poison. Faire des vidéos, manger des frites, écrire un livre, ouvrir un site, marcher...